Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel. Alors aujourd'hui, je reçois une grande dame. Je suis très heureuse de la recevoir. Il s'agit de Madame Souad Jam'i. Souad Jam'i, elle est cardiologue, elle est écrivain, artiste. Elle est élue locale à Rabat et elle est aussi très active dans plusieurs différentes associations, des associations du monde culturel, mais aussi du monde médical. Bonsoir Madame Jam'i. Bonsoir Fouzia, merci beaucoup, je suis ravie. Merci à Maghreb TV de me recevoir. Voilà. Alors c'est moi qui suis ravie, je l'ai dit, on va parler aujourd'hui dans le cadre de cette émission, l'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui, on va parler de vos deux romans. Donc le premier c'est Un Toubib dans la ville, le deuxième c'est Les ailes de papier. Peut-être avant de nous parler de ces deux livres, de ces deux romans et romances, on va dire, peut-être nous parler de votre parcours avant tout ça. Alors mon parcours, moi je commence toujours en disant que j'ai quitté le Maroc à l'âge de 6 ans. Je pense que c'est important parce que ça permet de comprendre comment on voit les choses après. Donc j'ai quitté le Maroc quand j'avais 6 ans et on changeait de pays tous les 3 ans avec mes parents. J'ai fait un passage à Bruxelles pendant 3 ans où j'étais au lycée français ici. Et je suis retournée ici pour faire mes études de médecine, donc à l'ULB à Bruxelles. C'est vous dire combien je suis attachée à la Belgique parce que c'est mon deuxième pays. Et après mes études de médecine, j'ai fait ma spécialité à Paris, donc je suis cardiologue. Et je suis rentrée au Maroc pour ouvrir mon cabinet parce que j'avais toujours rêvé de vivre un jour au Maroc. Et une fois installée, j'ai travaillé dans des associations médicales. Et puis surtout, j'ai commencé à prendre des notes, de petites anecdotes qui arrivaient dans mon cabinet, dans le cabinet des amis. Je les prenais et je les mettais dans un petit carnet en me disant peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose. Et puis est arrivé le jour où je me suis dit bon là il faut que je fasse quelque chose et c'est comme ça que sont. Donc c'est une idée spontanée, ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi ou vous dites. Absolument, absolument, c'est spontané. C'est une envie de partager une expérience mais avec humour. Au départ c'était ça. Alors justement, expliquez-nous comment vous vous êtes mise à l'écriture du roman. Alors, au départ, ce n'était pas vraiment l'écriture du roman, c'était l'écriture d'un scénario pour une pièce de théâtre. Moi, depuis que je suis petite, je suis plutôt hyperactive et j'ai toujours, depuis petite, fait des petites pièces de théâtre, des montées en scène, des petits scénarios avec des amis, des cousins, des enfants. Donc j'ai toujours fait ça, mais évidemment, je n'ai jamais pris ça au sérieux parce que c'était un passe-temps que les jeunes ne connaissent pas actuellement. C'est-à-dire qu'on faisait beaucoup de choses ensemble, on se déguisait, on faisait la comédie et tout ça. Et donc, mon envie première, c'était d'écrire une pièce de théâtre. Donc, j'ai écrit, à partir des petites anecdotes que j'avais ramassées, un scénario pour une pièce de théâtre. J'ai contacté un metteur en scène, des amis qui aimaient jouer la comédie, puis c'était très compliqué. Je me suis rendu compte que c'est tout un travail, qu'il fallait une équipe autour de moi, que je n'avais pas le temps parce que je devais m'occuper de mon cabinet de cardiologie. Et donc, avec toutes ces difficultés, je me suis dit non, je vais laisser tomber, c'est pas possible. Je vais écrire un roman. Parce que je serai toute seule avec mon clavier devant mon ordinateur et ça sera beaucoup plus simple à gérer. Et une fois que le roman sera fini, on verra bien. Et je ne m'attendais pas donc au succès que ce roman a eu. D'autant plus que pour limiter cette frustration, j'ai fait un petit teaser, donc une petite vidéo qui expliquait le thème du livre. Et cette petite vidéo qui durait 45 secondes a eu beaucoup de succès parce que les gens au départ pensaient que c'était un lancement d'un film. Donc ça les a fait rire et ça les a intrigués. Je comptais en parler un peu plus tard, Madame Souad Jam'i. Peut-être juste avant ça, nous parler de la trame du premier livre, donc Un Toubib dans la ville. D'accord. Alors, Un Toubib dans la ville a été publié aux éditions Afrique-Orient. Il est sorti début 2017 et l'histoire, c'est l'histoire d'un jeune médecin, un homme d'une trentaine d'années, qui arrive au Maroc après ses études et qui découvre la société marocaine à travers la salle d'attente et à travers le regard qu'il a sur les patients, les échanges qu'il a. Et donc, il lui arrive des anecdotes incroyables. Et en filigrane, il y a sa mère qui réapparaît à chaque fois, qui veut absolument le marier, comme toutes les bonnes mères marocaines.
Et elle essaie de lui présenter des femmes, mais lui il ne cherche qu'à travailler, à construire son cabinet, son avenir professionnel prime, mais en même temps, il ne peut pas être indifférent à tout ce qui lui arrive au niveau du cabinet. Donc on voit un passage, un défilé de patients extraordinaires, un folklore avec beaucoup d'humour. Et en filigrane, il y a une histoire d'amour. Donc c'est un petit peu ça l'histoire de Un tout vit dans la ville. C'est ce qui fait de ce livre, quand même, en plus du roman, d'être une romance. Oui, je pense que c'est important parce que c'est un résumé de la vie en général. Voilà. Donc moi j'ai lu votre livre et effectivement on passe comme ça, on imagine que vous vous êtes inspiré de faits réels et puis il y a l'histoire d'amour, alors on ne sait plus à quel moment c'est réel et à quel moment c'est de la fiction, on va dire. Alors, vous savez, quand on écrit, on laisse son imagination jouer. Mais au départ, il y a toujours une trame de base qui est réelle. En tout cas, pour moi, ça fonctionne comme ça. Donc, tous les événements, disons que 70% des événements qui sont décrits, donc les anecdotes dans ce livre, sont réels. Et le but, c'était d'illustrer des anomalies de notre société. Mais il me fallait 30% d'autres anecdotes pour illustrer ce que je voulais pointer du doigt. Et celles-ci, je les ai inventées. Mais certaines m'appartiennent, parmi les 70%, certaines m'appartiennent, certaines je les ai empruntées à d'autres confrères qui me les ont confiées. L'histoire d'amour qui se trame, bien sûr, c'est de la fiction. Et c'est justement pour me détacher du personnage que j'ai écrit à la première personne, mais au masculin, pas au féminin, pour qu'on ne me dise pas « Ah, c'est toi, ça t'est arrivé ». Je voulais me détacher et en même temps pouvoir dire ce que je voulais. Alors, vous avez dit que vous vouliez pointer quelques points, effectivement, à travers les anecdotes, à travers les personnages. On voit que vous dénoncez, que vous essayez de sensibiliser le lecteur, de le conscientiser par rapport à quelques problématiques sociétales qui sont vécues au Maroc, comme la polygamie, l'adultère, le manquement des services, au niveau des services médicaux, des hôpitaux, et plein d'autres. En fait, à chaque personnage, il y a une question sociétale. Expliquez-nous un petit peu cette manière d'écrire. Eh bien, écoutez, vous savez, ce qui est particulier, c'est que quand on est médecin, et qu'on a toujours travaillé en tant que médecin, on a l'impression, je n'ai plus cette sensation maintenant, mais je l'ai eu pendant longtemps, qu'il fallait légitimiser le fait d'avoir envie d'écrire. Et ce besoin d'écrire était vraiment violent chez moi. Et je me disais, je n'ai pas le droit d'écrire si je ne dénonce pas, si je ne suis pas utile dans mon écriture. Donc c'était un besoin de dénoncer tout ce qui me dérangeait dans cette société. Donc c'est réfléchi, c'est une écriture engagée. Oui, c'est une écriture engagée, c'est clair. Mais engagée avec bienveillance et humour. Beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humour. Oui, ce n'est pas dans la critique, dans la polémique non plus. Pas du tout, parce qu'on ne peut faire passer des messages que si c'est dit de façon diplomate. Il faut être diplomate, parce que mon rôle n'est pas de créer des polémiques, c'est plutôt avoir envie que les gens aillent dans mon sens, gentiment, mais en même temps en ouvrant les yeux sur des anomalies qu'ils côtoient, mais qu'ils ne voient plus. Et peut-être que le fait d'avoir vécu longtemps à l'étranger et d'être venu au Maroc en tant qu'adulte, et la vision de ces choses auxquelles je n'étais pas habituée faisait que j'avais peut-être l'œil plus acéré pour les voir, c'est possible. Donc vous rencontrez vos patients et vos patients vous inspirent cette écriture. Quelles sont les histoires les plus touchantes pour vous, les plus drôles? Alors il y a plusieurs histoires drôles, mais il y en a aussi une qui est touchante, je vais en parler quand même tout à l'heure. Les histoires drôles, c'est le médecin, quand il ouvre son cabinet, il y a un défilé de personnages dans le cabinet, le premier jour où il ouvre, les premiers jours, qui sont tous sauf des patients. Ça peut paraître comme quelque chose d'extraordinaire ici en Belgique. Eh bien non.
Le premier personnage qui arrive dans le bureau du médecin qui vient juste d'arriver et qui se demande même pas comment il va payer ses frais en fin de mois, et bien c'est un voisin qui décide de venir consulter, parce que comme il est voisin, la consultation va être gratuite. Il considère que c'est normal que ça soit gratuit. Deuxième personnage, c'est un patient qui vient et qui se dit, c'est le premier jour du médecin, donc ça va être gratuit. Parce qu'il ne va pas tester sur moi ses connaissances. Le troisième personnage, c'est le gardien de voiture, qui vient pour dire, moi je peux vous aider, il y a un moyen de vous amener les patients. Et lui, le docteur Ali, est complètement subjugué, étonné. Il lui dit, non mais attendez, je viens de commencer, laissez-moi croire en ma profession et en mes compétences. Et donc c'est un défilé. Le quatrième personnage qui arrive, c'est la mère du patient, du médecin. Elle arrive avec un sac, avec ses copines, avec du café, du thé, des gâteaux. Et le médecin, le docteur Ali, est affolé. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, non, moi je viens mettre de l'ambiance dans ton cabinet, parce qu'un cabinet vide, c'est très très mauvais. Donc c'est toute la culture marocaine qui revient. Oui, elle utilise d'ailleurs des choses pour pouvoir attirer les patients. Donc vous parlez de tradis pratiques. Donc des pratiques traditionnelles pour attirer. Oui, puisque la mère, elle met carrément de l'encens dans le cabinet, elle verse du lait, elle récite le Coran, elle essaye de purifier ce cabinet pour que les patients arrivent. Et c'est quelque chose que seul un Marocain peut comprendre. Voilà. Et justement, le Marocain reconnaît certaines choses, certaines pratiques, certaines coutumes, us et coutumes. La personne qui n'est pas marocaine découvre une facette du Maroc. Est-ce que c'est volontaire, madame? Oui, c'est volontaire. C'est mon regard de double culture, donc forcément. Mais j'ai des amis étrangers qui sont venus s'installer au Maroc et qui m'ont dit que ça leur a vraiment donné une opportunité pour connaître plus rapidement le Maroc, pour s'imprégner des traditions, de la culture, de cette entraide qu'il y a entre les Marocains, qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a une solidarité qu'on sent à tous les niveaux. Donc oui, je pense que ce livre est aussi bien pour un étranger que pour un Marocain, ou pour un Marocain qui a vécu longtemps à l'étranger et qui voit peut-être les choses de la même façon que moi. Alors vous parlez d'un sujet aussi qui est le mariage et la solitude des personnes âgées, madame Souad. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez remarqué en tant que médecin? Est-ce que c'est un fait nouveau? Oui, alors ça c'est quelque chose d'extraordinaire dont on ne parle pas beaucoup. Mais il y a un phénomène quand même incroyable, c'est que j'ai beaucoup de patients d'un certain âge, patients et patientes. Et lorsque les patients hommes deviennent veufs et se retrouvent seuls, très souvent, un mois après leur veuvage, je les vois arriver avec une nouvelle épouse. C'est très dur pour moi parce que souvent j'ai connu l'épouse avant. Et tout ça se fait dans une normalité qui me surprend. Je ne pense pas, je n'en veux pas au patient qui a tout de suite remplacé sa femme. Je pense qu'il est dans le désarroi le plus total parce qu'il ne sait pas, il n'arrive pas à s'occuper de lui-même et que tout le monde l'entoure pour se marier au plus vite. Je le comprends. Ce que je ne comprends pas, que je n'accepte pas, c'est pourquoi on ne fait pas la même chose avec la femme quand elle perd son mari. Et on a des femmes parfois très jeunes, moins de 40 ans, qui se retrouvent veuves. Et quand je leur pose la question de la solitude, parce que en tant que médecin, je ne peux pas parler que de la médecine, je dois connaître l'environnement du patient, discuter avec eux, et je suis assez proche de mes patients, donc pour moi c'est important. Mais quand je leur pose la question, elles sont complètement pas choquées, c'est qu'elles ne se sont jamais autorisées à répondre à ce genre de questions. Et pourtant, je leur en parle peut-être un an, 2 ans après. Ça reste un sujet tabou, madame. C'est une grosse différence. C'est-à-dire un homme de 75 ans qui se retrouve seul, on trouve normal qu'il se marie. Et une femme de 40 ans qui se retrouve veuve. Une question de mentalité. Oui, c'est une question de mentalité. C'est en train de changer. C'est évident que les choses changent, c'est plus comme avant. Mais il y a une tolérance qui n'est pas la même. Et c'est ça qui me dérange. Et donc je l'ai dénoncé avec beaucoup d'humour aussi. Alors justement, ce sont des situations réelles. Est-ce que vous avez des personnages préférés, madame Jamel? Mon personnage préféré, c'est le gardien de voiture. Parce que le gardien de voiture, on en parlera après, parce qu'il a pris une autre dimension dans une autre forme que le livre.
Mais c'est un personnage qui essaie de s'en sortir coûte que coûte et qui essaie de se moquer des gens pour arriver à ses... Il est drôle, il est futé, il est pas méchant, mais il essaie juste de s'en sortir. Donc c'est ce qui fait son côté un peu sympathique. Il faut juste qu'il ne déborde pas trop. Sinon, il y a des personnages, il y a un couple d'homosexuels, parce que... ça c'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou, mais c'est des choses qui existent. Oui, justement. C'est juste parler des choses qui existent et arrêter de fermer les yeux sur des choses qui existent. Ils ont aussi besoin de compassion, ils sont aussi malades, ils sont aussi... Donc c'est donner la parole un peu à tout. Ces deux personnages, justement, Madame Jamei, sont venus et parlent naturellement. Voilà, on vient parce qu'on a un problème. Oui. Et le médecin, c'est lui-même qui... à comprendre. Le médecin met du temps à comprendre. Justement. Parce qu'il y a des termes en arabe qu'il ne comprend pas. Et donc, il y a un petit décalage entre ce que les patients veulent dire et ce que lui comprend. Et tout ça pour montrer que le médecin est médecin avant tout. Et il est ouvert à tout. Il n'est pas là pour juger. Il est là pour aider et aider à guérir, aider à soigner. C'est notre objectif premier. Alors, il y a aussi un sujet que je trouve très drôle, c'est le ramadan. Oui. On a un défilé de patients, vous ne pouvez pas imaginer. Les gens viennent consulter 15 jours avant le début du ramadan. Mais on est submergé par les demandes. Et les demandes sont toujours les mêmes. Docteur, est-ce que je peux jeûner ? Alors, c'est très difficile en tant que médecin. Il y a deux catégories de personnes. Vous différenciez deux catégories de personnes. Absolument. Alors, il y a, et je vous assure, ce n'est pas une caricature, c'est réel. Vous prenez les petits vieux et les petites vieilles qui ont beaucoup de pathologies, qui veulent absolument jeûner. Ils veulent absolument jeûner, quelle que soit leur maladie, et ils viennent seuls. Ils viennent seuls pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un de leur famille entende le médecin dire « Non, vous ne pouvez pas jeûner, vous êtes trop malade ». Parce que ils ont l'impression de se rapprocher encore plus de Dieu et on n'a pas le droit, ils ne veulent pas qu'on leur relève ce droit de jeûne, qui pour eux est très important. C'est un moment où ils sont encore plus attachés à leur religion et au détriment de leur santé. Et bien sûr, on a l'autre catégorie de personnes plus jeunes, en excellente santé, qui prennent peut-être un médicament pour l'hypertension, mais qui sont très bien équilibrés, et qui, eux, viennent seuls aussi, parce qu'ils ne veulent pas entendre le médecin dire « Ben non, vous allez très bien, vous pouvez jeûner ». Donc c'est cette ambivalence vis-à-vis de la maladie et la religion. Une petite hypocrisie quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors moi, en tant que médecin, jamais je ne donne... Parce qu'au début, je tombais dans le piège. Je disais « Oui, vous pouvez jeûner » ou « Non, vous ne devez pas jeûner ». Un jour, ma secrétaire m'a dit « Mais je me suis dit non, moi je ne vais pas prendre responsabilité, donc j'explique. Médicalement, vous pouvez jeûner. Médicalement, vous ne pouvez pas jeûner. Le reste, vous faites comme vous sentez et comme vous pouvez. » Et là, ça va. Je me suis bien sortie, les gens sont contents, mais il n'est pas question que je rentre dans voilà. Voilà, on réalise quand même que la vie d'un médecin, elle peut être en même temps drôle. Bon, il y a des situations, bien sûr, qui sont graves, Madame Souad Jamei. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez fait une petite vidéo qui présente un livre. Ce n'est pas courant, c'est même une idée innovante. Qui a eu cette idée Écoutez, comme je vous ai dit, j'étais frustrée qu'il n'y ait pas la pièce de théâtre. Donc il fallait que je visualise mon livre. J'avais vraiment besoin de le visualiser. C'était vraiment pas dans un but publicitaire ou autre chose. C'est vrai qu'après ça a beaucoup aidé, mais au départ ce n'était pas ça. Je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association des cardiologues privés de Rabat, que j'ai créée avec un autre ami et dont j'ai été plusieurs fois présidente. Et lorsque mon livre est sorti, je faisais partie du bureau et on est 7 cardiologues dans ce bureau. J'ai proposé, j'ai dit, est-ce que ça vous dirait de tourner un petit film pour parler du livre ? Ils m'ont dit oui, et le lendemain, on s'est retrouvés un dimanche dans le cabinet d'une amie, Aïcha, qui est cardiologue, et ils avaient tous ramené, ils avaient lu le livre auparavant, ils avaient tous ramené un déguisement correspondant au personnage du livre. Mais je n'y croyais pas. Et donc ils ont tourné on a tourné la vidéo, et un seul jet, un seul film, une seule scène, ça a fonctionné. Et on a mis donc des dialogues et tout ça, et ça a fait un teaser extraordinaire.
Et c'est ce qui nous a donné après l'idée de faire autre chose dont on parlera tout à l'heure. Vous avez joué aussi dans le clip? Dans le clip aussi, bien sûr. Voilà. Donc, et ces personnages, donc, quel accueil cette vidéo plutôt, ce teaser, donc ce clip a eu auprès du public? Eh bien, les gens pensaient qu'on était en train de faire un teaser, enfin une bande-annonce pour un film. Mais sauf qu'à la fin, ils ont vu sorti en librairie, et à partir de... C'est là qu'ils ont compris que c'était un livre. Ils ont trouvé ça drôle et ça leur a donné envie de connaître un peu mieux ces personnages qui étaient décrits dans cette petite scène. Effectivement, ça donne envie. En tout cas, on reconnaît bien quand on lit le livre et qu'on voit le petit clip, on reconnaît bien les personnages et on vit vraiment, on partage avec l'écrivain le plaisir qu'il a eu à écrire. Finalement, vous avez quand même mis en scène ce livre, ce roman, donc Un toubib dans la ville, l'histoire de Ali et toutes les anecdotes. Vous avez, quelle est la particularité de cette pièce de théâtre que vous avez mis en scène? Alors, cette pièce de théâtre, c'est mon plus grand bonheur, parce que c'est l'aboutissement de tout ce dont je rêvais. Et le plus grand bonheur, c'est d'y avoir associé ces comédiens extraordinaires, qui sont une vingtaine, et qui ont la particularité, c'est qu'ils sont tous médecins spécialisés, exerçant dans le secteur libéral. Ça, c'est pas courant. On a plutôt l'habitude du corps médical, une image, une vision assez carrée. Et là, des médecins, cardiologues, spécialistes, plusieurs spécialités. Voilà, il y a toutes les spécialités. Et c'était un challenge, c'est vrai. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est parti avec cette troupe de base de 7 personnes qui avaient joué la vidéo, donc. Et là-dessus se sont rajoutés 4 ou 5 autres cardiologues, puis une ophtalmo, une ORL, une anapathe, une néphrologue, et des chirurgiens, dont une chirurgienne cancérologue et un chirurgien urologue. Donc c'est une troupe assez hétérogène par ses disciplines médicales, mais très homogène et très soudée. On a créé une sorte de famille et on a joué cette pièce de théâtre, donc Dr Ali, avec le défilé de différents patients, et tous les personnages ont été joués par ces médecins. Et honnêtement, on l'a caché au départ. On a fait ça dans une salle de théâtre et on n'a ni partagé sur Facebook, ni sur Instagram. C'était uniquement pour nos familles, nos amis, nos enfants, les proches. Une salle de spectacle de 420 places. Et les billets sont partis en 3 jours. On était surpris. Et la chose qui nous tient à cœur surtout, c'est qu'on joue. On prend de notre temps pour jouer, pour faire les répétitions et pour jouer sur scène. Mais les bénéfices sont tous reversés à une association qui s'appelle Pour le cœur d'un enfant, qui prend en charge tous les enfants porteurs de cardiopathie congénitale. Et donc voilà, c'était pour nous une œuvre sociale et en même temps surtout montrer une autre image du médecin. Montrer que le médecin peut poser son tablier et aller faire autre chose. Parce qu'on a un métier très sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Et un médecin qui se prend trop au sérieux ne peut pas être assez proche des patients. Donc c'est un petit peu ça notre combat. C'est tout de même des mondes différents, hein, le monde médical, culturel, associatif. Quelle est la part dans votre écriture de chaque personne, enfin de chaque facette, pardon, de votre personnalité, c'est-à-dire celle du médecin, celle de la femme engagée dans les associations, mais aussi celle de l'écrivain, de l'artiste. Je crois qu'on est tous multiples. Je pense que la plus grande richesse, c'est d'être le plus multiple possible. On ne peut pas être juste une maman à la maison ou un médecin. Il est important de s'autoriser à l'être. Et souvent, les médecins chez nous voient d'un mauvais œil d'être autre chose que le médecin qu'ils sont censés être. Mais il ne faut pas oublier que quand on est jeune, on a, avant l'âge de 12 ans, c'est ce que je dis en général aux gens, on a des passions. Et pour chaque individu qui veut retrouver ses passions, il faut qu'il aille chercher avant l'âge de 12 ans pourquoi il était vraiment passionné. Et donc un jour ou l'autre, ces passions ressurgissent. Quand on est militant, on l'a toujours été. On a toujours bataillé pour la justice. Et puis, bon, quand on est jeune, on vous dit aussi, tu ne peux pas vivre de ça, il faut que tu fasses des études. Et je pense qu'il faut faire des études parce que ça nous ouvre à beaucoup de choses. Ça nous permet de nous construire, mais qu'il faut toujours laisser une place pour toutes nos passions. Ça, c'est indispensable. L'être humain ne peut pas être fait que d'une seule chose. Et dans le monde médical, je pense que les médecins, on est face à la maladie, à la mort, à la douleur.
Et je vous assure que c'est très dur à porter pour nous. C'est très dur. Donc, pour se protéger, on développe peut-être son sens de l'humour, ou alors la peinture, ou l'écriture. Et il faut développer tout ça pour justement pouvoir supporter. Une question de survie, presque. Oui, c'est une question de survie. C'est pour éviter le burn-out, c'est pour éviter beaucoup de choses. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette expérience du théâtre, c'est que parmi mes amis qui ont donc suivi cette aventure avec moi, j'ai découvert des gens d'un talent. Mais je vous assure, j'espère que vous viendrez à Rapa pour notre prochain spectacle, mais je vous assure que ce sont des gens, je n'exagère pas, il y en a 6 ou 7 qui ont un don extraordinaire. Oui, ils ne sont pas comédiens, ils n'ont pas fait d'études. Des choses. Ils se sont découverts aussi. Mais oui, alors comme je vous disais, notre premier spectacle était très timide, mais le second et le troisième, nous l'avons partagé et nous avons été assaillis. C'est-à-dire que 15 jours avant le spectacle, il n'y avait plus de tickets, et nous avons joué à guichet fermé à chaque fois. Et les gens nous ont dit être surpris par le professionnalisme de ces comédiens. Je peux vous demander quel rôle vous avez joué, Alors moi, j'étais Dr. metteur Jamaï en scène et j'ai eu 2 petits rôles de figurants parce que on n'a pas eu de metteur en scène, on n'a pas eu de personnage qui s'occupait du côté technique. J'ai tout fait derrière le rideau avec mes amis. Donc je ne pouvais pas veiller aux sonneries, aux répliques, au micro derrière la scène. Vous êtes improvisé, metteur en scène. C'est vraiment une aventure. Je ne savais pas du tout que c'était comme ça. C'est de l'inconscience de ma part. Ce n'est qu'après que je me suis formée. Non, c'était un coup de poker, mais voilà. qui a bien fonctionné. Mon émission s'appelle Femme au pluriel. Vous êtes femme plurielle, si je comprends bien. Alors, peut-être revenir au livre, Un toubib dans la ville. Alors, vous introduisez chaque chapitre, il y a plusieurs chapitres, et chaque chapitre, vous l'introduisez par une citation, une phrase de personnages connus dans l'histoire. Il y a André Gide, il y a Tahar Ben Jelloun, et plein d'autres. Expliquez-nous un petit peu cette manière d'introduire vos chapitres. Alors, pourquoi est-ce que vous le faites? En fait, moi, quand je lis un livre, je lis énormément, chose que je ne faisais pas quand j'étais étudiante en médecine. J'ai dû rattraper beaucoup de choses. Et je lis beaucoup, et la première chose que je lis, quand il y a des citations, je passe chapitre par chapitre et je commence par les citations. Pour 2 raisons. D'abord parce que je me dis, une citation, elle est faite pour transmettre un message. L'essence même du message du chapitre se trouve dans les citations. C'est vraiment ce qu'on voudrait que la personne retienne de ce qu'on a voulu écrire, premièrement. Et deuxièmement, je trouve qu'en lisant ces exercices, on comprend mieux la personnalité de celui qui a voulu écrire le livre. Et c'est un petit peu une petite fenêtre ouverte sur l'âme et l'esprit de celui qui a écrit. Donc pour moi, ça a beaucoup d'importance. Il y a une citation que vous préférez? Oui, on a une par exemple de Tahar Ben Jelloun qui me dit que l'être humain a des différences et la société en a fait des inégalités. Je trouve que c'est magnifique, mais il y en a énormément qui me plaisent toutes forcément. Voilà, on rigole, on est touché avec votre livre, ce premier roman, donc Un toubib dans la ville, mais on se cultive aussi. Hein. Il y a des mots de vocabulaire nouveaux, il y a aussi ces citations qui nous rapportent, qui nous amènent à nous informer ou nous rappellent quelques paroles, quelques dires de personnages. C'est voulu, vous avez voulu en faire aussi quelque chose de... J'ai essayé d'être le plus intéressante pour le lecteur, parce que je me dis peut-être que l'histoire ne suffit pas, qu'il faut un petit peu mettre en avant certaines citations de personnages connus qui sont finalement des leçons de vie. Et oui, je crois que c'est juste une envie de donner le plus de moi-même. Merci beaucoup en tout cas. Alors justement, vous parlez vous avez dit, vous avez voulu conscientiser, sensibiliser aussi, éveiller le regard critique, l'analyse critique chez le lecteur. Quel est votre combat à vous à travers ce roman que vous voulez mettre en avant? Alors moi, mon combat premier, c'est que chaque individu soit en accord avec lui-même. Parce que pourquoi se mentir à soi-même déjà? C'est le plus gros des mensonges. Il faut savoir qui on est et être en accord, ne pas essayer de montrer une image de ce qu'on n'est pas.
il ne faut pas se travestir. On peut se travestir pour jouer la comédie sur une scène, mais devant les autres, il faut être soi-même. Parce que c'est ce qui parle le mieux, de façon la plus authentique possible. Et puis, combattre l'injustice. Dévoiler ce qui nous semble anormal doit être dit et répété. Aider surtout les dominés, parce qu'il y a beaucoup de dominants dans notre société, et aider les gens à ouvrir les yeux. Et surtout garder toujours son libre arbitre. Je viens d'université, l'Université libre de Bruxelles, où le libre examen, la question du libre examen est quelque chose de très important. Quand j'étais jeune, je ne comprenais pas très bien le sens. On me le répétait tout le temps, mais je ne voyais pas très bien. Et au fur et à mesure, j'ai essayé d'appliquer ça sans faire d'efforts parce que ça me correspondait, ça correspondait à ma personnalité. Donc, restez tous en accord avec vous-même. Je pense que c'est le meilleur service qu'on peut se rendre à soi-même. Et quelle est la part, vous êtes élu local à Rabat, donc on vous a élu. Quelle est la part de la personne élue dans l'écriture, mais aussi dans la société dans laquelle vous vivez, c'est-à-dire au Maroc? Alors, mon besoin de travailler en tant qu'élu communal, d'abord, je suis avec une équipe extraordinaire qui fait un boulot vraiment magnifique. Et mon but, c'était surtout d'avoir l'accès dans des lycées. Et donc, je fais partie du conseil d'administration de lycées publics. Et c'est dans ce cadre-là que j'œuvre. C'est ma façon de faire un peu de politique, mais pas plus que ça, parce que je n'ai absolument pas de prétention politique. Mais grâce à cette ouverture, j'ai pu rentrer dans des lycées publics et être au conseil d'administration et œuvrer pour la culture. Parce que pour moi, la culture ouvre à tout. Il y a des jeunes qui sont très doués par la peinture, la BD, le slam, l'écriture, le théâtre surtout. Et leur permettre de s'exprimer par ces moyens-là, ça peut leur ouvrir les portes sur beaucoup d'autres choses. Leur envie d'étudier, leur envie de grandir, leur donner l'espoir de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et pour moi, les jeunes, c'est la cause qui me tient le plus à cœur, et d'où justement le thème du second roman. Des ailes de papier, peut-être quelques mots sur le début, comment est née l'idée et quelle est l'histoire, un petit résumé avant de pouvoir exploiter les différents chapitres. Alors comme toujours, en tant que médecin, on a un terreau assez fertile d'événements, de patients qu'on croise. Il y a souvent des histoires qui nous touchent plus que d'autres, ou alors qui nous questionnent plus que d'autres. Il y a une dizaine d'années, j'ai reçu une patiente qui travaille dans un supermarché à Rabat et qui, dans le cadre de la signature de son contrat de travail, devait passer à la médecine du travail pour un examen médical. Et le médecin lui a découvert un souffle et c'est comme ça qu'elle a atterri chez moi. Et cette jeune femme, quand je l'ai examinée, j'ai trouvé, en faisant une échographie cardiaque, une CIA, c'est une communication intérieur-auriculaire. C'est en fait un petit trou entre deux oreillettes dans le cœur. Et c'est une maladie de naissance dont on ne se rend absolument pas compte, sauf si quelqu'un, le médecin, pose un stéthoscope sur le cœur du patient. Et elle était tout à fait asymptomatique. Elle ne sentait rien, elle se portait très bien, elle n'y croyait même pas. Pour elle, c'était plus un obstacle, elle devait absolument signer son contrat de travail et ça l'embêtait plus qu'autre chose. Mais dans la vie, il y a des hasards qui sont peut-être pas des hasards, mais le destin. Et il se trouve que le lendemain de sa visite médicale et du diagnostic chez moi, j'ai reçu l'appel d'une clinique qui me proposait de prendre en charge ce genre de patient parce qu'il y a plus d'une dizaine d'années, ces pathologies se traitaient par chirurgie à cœur ouvert. Et il y a 10 ans est apparue une nouvelle technique qui s'appelle la fermeture par une prothèse, par un cathétérisme cardiaque, c'est-à-dire qu'on pouvait réparer ces anomalies sans chirurgie.
Et cette clinique m'a appelée pour me dire est-ce que tu as un cas comme ça, parce qu'on a une clinique à Marseille qui est prête à prendre en charge les patients porteurs de cette pathologie. Moi j'étais ravie puisque je avais cette jeune patiente, donc je l'ai proposée. Et elle a été prise en charge, on lui a fait son passeport, son visa, elle a eu une nuit d'hôtel prise en charge à Marseille, plus 3 nuits en clinique pour se faire traiter. Elle est partie, sauf que cette jeune femme a passé la nuit à l'hôtel, oui. Et à 6 h du matin, elle a disparu avant de se faire traiter. Et donc on m'appelle, on me dit ta patiente a disparu. Moi j'étais bouleversée parce que je me disais, elle ne s'est pas fait traiter, elle aurait pu au moins se faire traiter avant de disparaître. Et après je lui en ai voulu, je me suis dit mais elle aurait pu donner sa place à quelqu'un d'autre qui aurait pu en profiter. Bon, c'était beaucoup de questionnements. Et pendant 10 ans, je me suis dit mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Qu'est-ce qui a fait qu'elle en soit arrivée là? Et donc c'est comme ça qu'est née l'envie d'écrire l'histoire de cette jeune femme. Donc il y a une partie réelle, donc inspirée d'un fait réel, l'histoire de Malak, une patiente à vous, mais que vous transformez en roman, donc une romance. Comme dans votre premier livre, vous parlez d'un sujet sociétal. Dans Les ailes de papier, quels sont les sujets que vous voulez un petit peu soulever et mettre en lumière? Alors, je vous remercie pour cette question parce que c'est un sujet qui est un livre qui est beaucoup plus sérieux que le premier. Effectivement, Malak, donc la jeune femme qui se trouve donc l'héroïne de ce livre, je la mets dans une situation au départ d'une étudiante qui est brillante. J'en ai connu beaucoup des étudiantes brillantes qui ont eu un baccalauréat avec une mention extraordinaire, qui avaient tout pour réussir et qui se sont retrouvées à la faculté, en l'occurrence ici pour Malak à la faculté de biologie, à la faculté des sciences, et qui se retrouvent, qui sont promises à un brillant avenir, promises ou promis, ça peut être des garçons ou des filles, mais qui, arrivés à l'université où la science est traitée en langue française, se retrouvent complètement démunis et s'écroulent devant la difficulté de la langue, alors qu'ils pensaient se retrouver juste devant la difficulté scientifique. Et c'est cette discordance qui me paraît tellement injuste. On voit des jeunes avec beaucoup d'espoir avoir envie de s'envoler et ils ont les ailes brisées avant d'avoir même commencé. Donc cette décalage entre la langue du baccalauréat, le niveau du français, c'est vrai qu'on est un pays arabe, mais le français a toujours été dans l'enseignement des études secondaires. Pourquoi ce tel décalage entre deux pour des jeunes personnes qui se retrouvent complètement larguées au niveau études? Pourquoi ne pas leur donner, je ne sais pas, 6 mois ou 1 an de langue et ensuite leur permettre de faire leurs études? Vous savez qu'il y a une anomalie qui est en train de s'arranger, je pense. Jusqu'à il y a quelques années, on ne pouvait pas permettre à un étudiant de faire des études s'il n'avait pas le bac de l'année qui venait de se terminer. C'est-à-dire s'il faisait 1 an de langue ou autre chose, il n'avait pas le droit de switcher vers une autre formation, ce que je trouve complètement injuste. Donc pour moi, le thème principal, c'est la langue. Et surtout, l'accès, est-ce que l'université est toujours un ascenseur social? Tout à fait. Parce que l'ascenseur social dans une société comme la nôtre, c'est quelque chose de très très important. C'est la bouée de sauvetage, c'est ce qui nous permet de réaliser. Il y a plein d'espoir de réussir grâce aux études. Absolument. Alors le second thème que j'aborde dans ce livre, c'est le rêve. Parce que dans ce livre, Malak ne suit pas son propre rêve. Bon, il y a tout un cheminement qu'on explique, mais en fait, elle a emprunté le rêve de quelqu'un d'autre. Et quand on emprunte le rêve de quelqu'un d'autre, on ne peut pas arriver à bout. On ne peut pas arriver au bout de ses espoirs parce qu'on n'est pas assez solidement armé pour arriver jusqu'au bout. Donc le message, c'est aussi que chacun garde ses propres rêves et qu'il les construise et qu'il les suive, qu'il n'emprunte pas ceux du voisin, du cousin, du frère, de la sœur. Il y a un rêve qui est presque un phénomène, puisque presque tous les jeunes au Maroc rêvent de partir, de pouvoir partir et être... Donc il y a un jeu de mots aussi ici, Madame Souad Jamie, des ailes de papier. Vous avez parlé d'ailes brisées, vous auriez pu dire ailes brisées, vous n'avez pas dit ça. Il y a aussi une question d'immigration
clandestine Absolument. dont vous parlez, donc, qui est le cas de Malak, puisqu'elle disparaît en France, elle est sans papier, donc avec tous les problèmes qui accompagnent cette situation. C'est aussi quelque chose que vous avez voulu... Tout à fait. Beaucoup de gens ont écrit sur l'envie de partir. Il est vrai que j'avais un parti pris, dans le sens où je n'ai pas fait un avenir rose à Malak. Je lui ai créé beaucoup d'embûches, beaucoup de problèmes, peut-être pour dégoûter les gens de partir. Et bien sûr, le rêve de partir, il existe, mais je voudrais qu'il soit préparé. Les gens pensent à partir et arriver en vie. C'est tout. Ils ne pensent pas qu'une fois qu'on est arrivé en vie, pour ceux qui veulent partir illégalement, mais ils ne pensent pas aux barrières de la langue, au diplôme. Il faut avoir un bagage pour réussir ailleurs. Si vous n'avez pas ce bagage, vous ne réussissez ni ici ni ailleurs. Et c'est ce faux rêve que je voudrais déconstruire. Et souvent, c'est comme si on était forcé. Il y a le contrôle social. Justement, pour Malak, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est donc les personnes, quand ils ont su qu'elle avait l'opportunité de se faire soigner en France, j'espère que tu vas y rester. Tout le monde lui conseille de ne pas revenir. Donc, elle n'y avait pas directement pensé, le fait de rester en France et d'être clandestine. C'est un petit peu tous les témoignages de personnes ou les conseils des personnes qui l'entourent et qui l'aiment, qui ne souffriraient peut-être, mais lui conseille quand même de partir. Absolument. Et de ne plus revenir. Il y a une part de ne pas avoir envie de les décevoir qui a fait qu'elle est restée. Mais ce qui est important pour moi, c'est de témoigner, de montrer que la vie n'est pas si simple. On ne vous attend pas avec des papiers, on ne vous attend pas avec un travail, on ne vous attend pas avec... Il faut construire avant de partir. Celui qui a vraiment envie de construire, qu'il fasse un début d'études, là où il vit, dans des conditions plus simples, parce que c'est dur d'être seul à l'étranger, c'est dur de ne pas avoir sa famille. La solitude, j'en parle beaucoup aussi. Pour avoir moi-même été séparée de ma famille à l'âge de 18 ans pour faire mes études ici. C'est des moments très durs. On est étudiant, on n'a pas d'argent, il fait froid, on est seul. Enfin, je ne veux pas faire une caricature, mais c'est la réalité qu'on a tous vécu étudiants. Et par contre, faire ses études dans son pays et partir quand on est bon, quand on a un diplôme pour continuer ses études et avoir plus d'opportunités, ça oui, je l'encourage, absolument. Pensez-vous que s'il y avait des programmes qui aidaient, qui soutenaient les étudiants, les jeunes à voyager, à aller voir ailleurs comment ça se passe, est-ce qu'il y aurait cette immigration clandestine avec la même intensité? Vous mettez un point, vraiment ça c'est très important ce que vous me dites, parce que il y a un mois j'ai présenté mon livre au Maroc et j'ai offert des livres aux jeunes qui étaient là, parce que je voulais juste leur donner envie de s'exprimer, et pour les encourager, je leur dis allez, celui qui prend la parole, je lui offre un livre. Et ça a très bien marché, et les jeunes parlaient tous du rêve de partir. Et les seuls qui n'ont pas parlé de ça, ce sont des doctorants ou des masters qui venaient de revenir et qui, eux, ont pu témoigner avec les jeunes en partageant leur expérience, en disant oui, il faut partir, mais il faut un bagage, il ne faut pas croire ce que vous voyez. Il n'y a pas de mythe de l'étranger, il y a du bon et du mauvais. Bien sûr. Partout, il y a du bon et du mauvais. Au Maroc, il y a du bon et du mauvais. En France, il y a du bon et du mauvais. D'ailleurs, dans la société, dans le monde médical, il y a du bon et du mauvais dans tout. Rien n'est parfait. Il faut juste savoir surfer et prendre le bon de chaque côté. Est-ce que c'est un cheval de bataille que vous allez prendre, celui d'ouvrir cette porte, d'avoir cette possibilité pour les jeunes, justement pour qu'ils puissent apprécier leur vie là où ils sont? On nous force à mener des combats qu'on aurait voulu ne pas avoir à faire, parce qu'on aurait voulu que d'autres personnes plus spécialisées puissent les mener. Il se trouve qu'il y a un vide qui fait que nous avons envie de partager, moi et d'autres personnes, tous ceux qui écrivent le font. Et l'échange et la communication est très difficile, très complexe. Donc j'ai fait l'expérience de faire ça dans un endroit à la Villa des Arts à Rabat, et je me suis rendu compte que les jeunes se déplaçaient difficilement. Et je pense que la solution, c'est de le faire dans les universités, dans les écoles, dans les lycées. Il faut aller chez eux
et ramener toujours des jeunes qui témoignent. Comment partir, comment être armé, comment... les rêves, si vous les avez, il faut les suivre, bien sûr, mais consolider d'abord ce que vous avez avant de partir. C'est ça le message le plus important. Alors dans Les ailes de papier, vous parlez bien sûr de ce personnage, de votre patiente qui est malade, vous parlez d'un état des lieux, des services médicaux, des hôpitaux, et vous établissez une petite comparaison avec les services homologues, mais en France. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire cette comparaison ? Peut-être pas dans la critique, mais... Non, pas dans la critique, mais forcément, la vision, je suis obligée d'en parler parce que j'ai fait mes études de médecine à Bruxelles, j'ai fait ma spécialité à Paris, et je suis revenue au Maroc pour ouvrir mon cabinet. Et il se trouve qu'au Maroc, quand on vient de l'étranger, on n'a pas accès à l'hôpital. Et je n'ai découvert l'hôpital que plus tard, en suivant une de mes patientes, dont je parle d'ailleurs, qui s'appelle Rahma. Et tout ce que je raconte dans ce chapitre est vrai, je n'ai rien inventé. La santé et l'éducation, ce sont deux thèmes qui me tiennent à cœur. Vraiment, c'est pour moi, ils tiennent à cœur à beaucoup de monde parce que ce sont les piliers de notre société. Et tant qu'on n'aura pas compris que le combat, c'est d'abord l'éducation et ensuite la médecine, on n'arrivera à rien. Parce que vous savez, nous, en tant que médecins dans le secteur libéral au Maroc, on a des patients qui n'ont pas les moyens, on peut les aider, on les voit gratuitement, ça c'est pas le problème, ce n'est rien du tout, c'est pas suffisant. Si on ne peut pas les envoyer à l'hôpital pour être hospitalisés, donc on est les premiers à être frustrés. Et moi je dis toujours, pour avoir une médecine forte en général, il faut avoir un hôpital public fort. C'est la chose la plus importante dans tous les pays du monde. Maintenant, il n'y a pas que des mauvais côtés. Moi, ce que je trouve extraordinaire chez nous au Maroc, c'est cette relation très très forte qu'il y a entre le patient et le médecin, qu'on ne s'accorde pas toujours en Europe, par manque de temps et aussi par manque de... Le médecin, en Europe, on l'oblige à avoir une certaine fonction assez sérieuse, il n'y a pas d'entrée dans l'intimité des gens. Ce qui n'est absolument pas le cas au Maroc. Au Maroc, le patient, quand il vient chez vous, il vous explique, il vous dit la femme de ménage n'était pas là, j'ai fait les courses, mon fils est malade, mon mari, je me suis disputée avec lui. Il vous explique tout le contexte avant de parler de ses symptômes. Pourquoi ? Juste parce qu'il a envie de tout vous donner, parce qu'il se dit il y a peut-être quelque chose d'important, mais moi je ne sais pas, donc je donne tout au médecin. Ici, on n'a plus le temps. Le médecin n'a plus le temps ici en Belgique de le faire. Non, mais en Maroc, c'est un côté, moi, que j'adore. Communiquer et connaître tout du patient pour vraiment l'aider au maximum. Et lui, ça le soulage. Donc on fait le médecin, le psy, l'ami, le confident, beaucoup de choses. Mais je trouve que la médecine, c'est ça. La médecine, c'est quelque chose d'humain avant tout. Donc c'est important. Il y a des anomalies que je dénonce, mais avec bienveillance, parce que je ne suis pas... Je sais que les solutions sont difficiles. Je sais qu'être ministre de la Santé au Maroc, ça doit être le métier le plus dur qui puisse exister. Je n'ai pas de solution. J'ai des solutions pour moi, dans mon activité, et je ne prétends pas en avoir pour d'autres. C'est très compliqué. Donc c'est à l'échelle du médecin qui pourrait peut-être... Mais il faut déjà éduquer la population. Éduquer. Si on fait du préscolaire, si un enfant est éduqué, si un adulte devient éduqué, il saura même se traiter mieux et aller comprendre beaucoup d'autres choses, beaucoup de messages du médecin. Donc c'est un tout, l'éducation et la santé. Voilà, donc on sent l'écrivain en vous, mais aussi de la femme engagée et la femme politique dans ce que vous dites là maintenant. Pour revenir au livre, donc votre bébé qui vient de sortir, il est tout chaud, en novembre 2019. Est-ce que, d'ailleurs, qu'il termine par une intrigue, il y a aussi une intrigue à la fin du premier roman, Un toubib dans la ville. Comment vous expliquez est-ce que vous avez envie de laisser le lecteur imaginer la suite, ou bien est-ce qu'il y aura une suite à vos deux romans ? Je ne pense jamais à la suite, non. C'est vraiment pour laisser le lecteur le choix de la fin. Parce que j'estime qu'il doit faire un peu de travail d'imagination aussi. Et je dirais que je suis surprise parfois quand les gens me disent alors finalement il va épouser qui, Soraya ou Chama, oui. Mais je me dis mais c'est à vous de décider. La vie c'est de la tentation aussi, c'est pas toujours des décisions très tranchées. Donc moi j'aime bien avoir les retours des lecteurs.
sur les réponses. Et Malak, donc Malak qui donc vous lui inventez une vie pas très sombre. Elle est sombre. Elle est sombre, donc elle est dans le monde de la nuit, le monde de la drogue, le monde des bars. Finalement, pourquoi est-ce que vous lui avez donné cette... Je lui en voulais tellement d'être partie. Et je crois que c'est un petit peu ça j'avais envie qu'elle regrette d'être partie, d'avoir trahi, pas ma confiance, mais la confiance de toute une structure, toute une association qui a œuvré pour son bien-être. Maintenant, je lui en veux plus, c'est pas ça, mais au départ, je lui en voulais. Je lui en voulais parce que elle se serait confiée à moi, je l'aurais au moins conseillé, je l'aurais dit, mais fais-toi traiter et tu verras après. Et je pense que parce que vous vous inquiétez aussi pour elle. Mais évidemment, évidemment, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'espère pour elle qu'elle a pu se faire soigner, parce que les symptômes n'apparaissent que quelques années après. Donc j'entends que vous n'avez pas de nouvelles d'elle. Ma question c'était celle-là. Est-ce que vous avez de nouvelles Absolument aucune nouvelle. De Malak? Aucune. Aucune. Vraiment. Mon Dieu. Ouais. Est-ce que justement on pourrait imaginer une suite à son histoire? Disons que je préfère que la vie me donne la suite pour elle. J'espère avoir de ses nouvelles, mais ça serait trop. Il y aurait trop de frontières, trop de limites pour moi de rester encore dans le même thème. Je préfère aller ailleurs, mais on verra. Peut-être que si il y a un metteur en scène, enfin un réalisateur qui est en train de lire mon livre. Peut-être que ça lui donnera une idée, peut-être qu'il aura envie d'en faire un film, et peut-être qu'il lui trouvera lui une suite. C'était ça la question suivante. Est-ce que vous voulez, comme pour votre premier roman, en faire une pièce de théâtre ou plutôt un film Bon, moi, je suis pas capable de prendre ce genre de décision. J'aimerais bien sûr, quand on écrit un livre, on a très envie qu'il soit mis sur un écran, c'est clair. Disons que sur un sujet plus drôle, c'est plus facile de partager. Donc c'est pour ça que la pièce de théâtre était propice à la... Voilà. Par contre, ce qu'on est en train de faire maintenant, en ce moment, avec un jeune dessinateur bédéiste marocain, mais qui a fait son école en Belgique, on est en train de faire la bande dessinée de Un tout big dans la ville, parce que tout ça, c'est dans le but d'inciter les jeunes à lire. Alors un bébé en gestation ? Oui, je viens de terminer l'écriture de mon 3e roman. Il est en cours de correction. Voilà. On peut avoir le scoop du titre ? Oui, le titre, bon, j'ai pas encore le titre, mais il se passe un peu dans le futur, sans être vraiment un livre de science-fiction. C'est plus un dialogue entre deux médecins, le docteur Ali, qui est âgé dans mon livre, avec un jeune médecin. Et c'est un échange de débats et de journal du docteur Ali. Il y a une intrigue, et l'intrigue s'éclaire au fur et à mesure que le jeune médecin lit la vie du docteur Ali. Donc c'est une intrigue, c'est un thriller, mais c'est un roman qui met en jeu justement le libre arbitre et la décision de chaque individu de rester ou de partir. Moi, c'est drôle, finalement, je me rends compte que dans mon livre, il y a toujours, dans tous mes livres, il y a rester ou partir. Effectivement. Un Toubib dans la ville qui est donc édité dans la maison d'édition Afrique-Orient et donc qui est disponible au Maroc. Il va être disponible, on parlera demain, donc on va donner quelques informations d'une rencontre qu'on aura demain. Des ailes de papier qui est, lui... paru donc chez Virgule Édition. Voilà 2 romans. Moi, je les ai dévorés en 4 jours pour préparer cette émission. J'espère qu'ils vous ont plu. Voilà, vraiment, j'ai été captivée. C'est vrai que Un Toubib dans la ville, il y a le défilé des personnages et au fil des consultations qui donnent un ton léger, et puis on a envie de découvrir la suite, mais aussi l'histoire un peu d'amour du personnage principal, le docteur Ali. Les ailes de papier, on est aussi captivé parce qu'on a envie de savoir qu'est-ce que Malak va devenir, qu'est-ce qu'elle va faire, pourquoi est-ce qu'elle sombre dans ce milieu-là. Non, on n'a pas envie.
À un certain moment, elle retourne au Maroc. Mais ça se termine sur note positive. Voilà, elle retourne au Maroc, mais se termine quand même par une intrigue. Donc voilà, donc ces deux livres, Madame Souad Jam'i, vous allez pouvoir les dédicacer demain. Vous êtes invité ici donc en Belgique par la maison Darna, qui est la maison flamande, maroco-flamande, qui se trouve en ville, rue des Pierres, numéro 25-27. Et demain à 18h, vous allez être interviewé sur vos deux romans et vous allez pouvoir dédicacer vos livres. Vous avez envie de dire quelques mots là-dessus? Oui, ce sera avec un grand plaisir, vraiment, parce que ce qui est le plus important pour moi, c'est de partager avec les lecteurs et les futurs lecteurs. Et je suis aussi invitée donc à la Foire du Livre dimanche 8 mars à 4h pour la signature de mon dernier roman, au stand, au pavillon du Maroc, bien sûr. Peut-être quelques mots, comment se porte le livre marocain d'une manière générale? Alors, d'une manière générale, le livre marocain en langue française souffre un peu plus que le livre en langue arabe, parce que les gens lisent beaucoup plus en arabe, que nous avons très peu de lecteurs. Donc nous multiplions les démarches pour donner envie aux gens de lire. Mais bon, nous avons quand même beaucoup de tables rondes, beaucoup d'échanges avec les lecteurs. Donc c'est un bonheur de rencontrer les gens. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Quel est le message que vous voulez adresser à toutes les personnes qui nous regardent, aussi bien en rapport avec vos écrits, mais aussi vos combats? Alors, mon premier message, bien sûr, c'est de lire. Lire, parce que ça nous permet de partager la vie de beaucoup de personnages, d'avoir des expériences qu'on ne va pas forcément acquérir pendant notre vie. Pour moi qui suis quelqu'un de très hyper active, c'est une façon de se reposer extraordinaire tout en apprenant beaucoup de choses. Moi j'ai appris beaucoup avec les livres et puis surtout que chacun aille chercher ses passions quand il était jeune et surtout l'un des moteurs de la vie c'est la passion pour quelle que soit cette passion, mais de vivre avec passion et de partager ses passions. Et alors un message plus particulier pour les femmes. Donc c'est vrai que le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, mais c'est tout le mois de mars qui est devenu le mois des femmes. Moi, ce que je veux dire, c'est que je côtoie beaucoup de femmes marocaines dans mon cabinet et qu'elles sont juste extraordinaires. Leur façon de se battre est une leçon de vie. Et les femmes marocaines sont fortes, elles sont brillantes. Elles sont brillantes, qu'elles aient fait des études ou non, elles sont brillantes. Elles ont le sens du partage, le sens du devoir et moi je les admire, je les adore. Voilà. Merci beaucoup Madame Souad Jam'i. J'ai eu beaucoup de plaisir de lire vos livres. J'attends le 3e roman avec impatience. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses et voilà, merci beaucoup. Merci à vous Fouzia, merci beaucoup à Amalgame TV, merci à vous. L'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission. D'ici là, soyez heureux et heureuses.